Alors une meilleure connaissance finalement de la physiopathologie du traumatisé grave et puis des conséquences biologiques de l'acte chirurgical, en particulier en orthopédie, font que de nombreux traumatologues ont évolué vers l'application du concept de damage control pour les lésions orthopédiques. Les indications sont résumées finalement sur cette diapositive. Elles sont d'ordre général, d'ordre loco-régional et puis finalement d'ordre contextuel. C'est ce que je développerai un peu plus tard dans cet exposé. Ce damage control orthopédique, il est l'héritier finalement de ce que vous a montré François Pons, ce trauma damage control surgery, appliqué aux traumatismes abdominaux, en évitant de rentrer dans cette triade létale. Et puis, héritier de l'historique de notre prise en charge de la stabilisation des lésions des membres que vous a exposé Alain-Charles Masquelet. Ce damage control, c'est bien une chirurgie séquentielle en 3 temps, en soulignant là encore que finalement ce 3e temps, il n'est pas unique et parfois il comporte plusieurs gestes chirurgicaux. Mais c'est bien un traitement urgent, en urgence du moins, qui n'est pas complet, qui est rapide, qui assure l'essentiel, contrôle de l'hémorragie, prévention de l'infection, et qui assume la stabilisation, qui est probablement la pierre angulaire de notre discussion des lésions orthopédiques, du moins en urgence. Le 2e temps est un temps de réanimation lors d'indications dans un contexte général, et un temps de révision dans les lésions graves loco-régionales. Et puis les gestes définitifs de réparation sont des gestes de stabilisation définitive, idéale, ou des gestes de réparation de l'ensemble des parties molles qui peuvent être lésées. Et une question est soulevée, c'est comment les réaliser. Et je pense que Thierry Béguet nous répondra à cette question. Et quand, et ça sera peut-être une part de la réponse de la question que vous souleviez en général sur ces patients qui, par moment, rentrent dans un moment de bonne cicatrisation, et c'est sans doute lié au pic inflammatoire qui guide notre choix à nous d'ostéosynthèser ou de retarder cette ostéosynthèse. Je suis désolé, je suis reparti en arrière. Alors, le geste rapide, pour l'exposer simplement, c'est ça. Stabiliser par un enclouage centromédulaire, ça prend du temps et c'est relativement hémorragique. Alors que la stabilisation simple d'alignement réduit par un fixateur externe, c'est rapide et ça saigne peu. Mais tout n'est pas damage control. Et il y a certainement encore une place au tout en un temps, et c'est ce que finalement l'orthopédiste préfère. Stabiliser de façon idéale et définitive toutes les fractures dans le temps de l'urgence est sans doute ce que l'on cherche tous à réaliser. Mais il est certain que pour certains patients, ce choix d'un traitement idéal initial est délétère. Alors, j'ai repris ce que Philippe Adam avait fait lors de la table ronde de la SOFCOT il y a maintenant 3 semaines. Je lui avais demandé, puisque l'équipe de Strasbourg est connue pour, depuis bien longtemps, sous l'influence d'Ivan Kempf, de réaliser ce tout en un temps, de nous expliquer quelle était encore la place. Eh bien, la place, elle est encore importante, à une condition. Que le patient soit reçu dans une structure adaptée, Trauma Center des Américains, et que les intervenants qui vont le prendre en charge, orthopédistes, aient un recrutement important, un seuil d'activité suffisant pour faire les bons gestes rapidement et au bon moment. Or, les avantages sont certains. On va éviter cette période critique que je vais vous exposer qui correspond à l'inflammation. Ça facilite le nursing, ça rend la rééducation plus rapide. On ne se retrouve jamais devant des lésions quasiment au stade séquelaire à traiter tardivement, et puis ça diminue le temps d'occupation du bloc opératoire de façon incontestable. Alors ça a des exigences. L'expérience permet de définir cette stratégie d'emblée, mais avec l'aide du réanimateur, il est absolument nécessaire d'une réévaluation permanente
dès ce geste chirurgical en urgence. Et puis, l'expérience de ces opérateurs, elle est importante car le polytraumatisé n'est pas une juxtaposition de fractures. Il faut en avoir une vision absolument globale. Il faudrait avoir un chirurgien polyvalent, ce qui devient de plus en plus difficile, mais ou en tout cas la possibilité de mobiliser les compétences autour de ce traumatisé grave qui va associer des lésions thoraciques, abdominales, vasculaires et effectivement orthopédiques. Ça ne peut s'appuyer que sur un bilan complémentaire, complet, alors qui va employer les méthodes modernes que sont la tomodensitométrie, injectée ou pas, mais il faut un bilan initial, rapide et exhaustif de toutes les lésions pour pouvoir parfaitement planifier ce tout en un temps. Et puis, il faut recourir à des techniques chirurgicales les moins invasives possibles. Les avantages semblent être, pour certains patients, une mortalité qui est inchangée, une durée de ventilation et de soins intensifs qui est diminuée, et puis moins de syndrome d'embolie graisseuse. Mais il y a des limites. Et finalement, le damage control orthopédique, il vit de ses limites. C'est la gravité du traumatisme, et l'on a défini dans la littérature ce qui peut contre-indiquer ce geste initial, complet, en urgence et définitif. Alors, des scores ISS associés à des traumatismes thoraciques ou un ESS beaucoup plus important, des traumatismes abdominaux et pelviens s'accompagnant de chocs hémorragiques, des contusions pulmonaires bilatérales, l'augmentation de la pression artérielle pulmonaire post-traumatique ou apparaissant lors de la réalisation des gestes chirurgicaux, et puis les traumatismes crâniens sévères. Nous verrons quels éléments biologiques peuvent nous aider dans ce choix. Alors, les indications sont donc générales, loco-régionales et contextuelles. La première des indications, c'est le polytraumatisé ou le traumatisé grave que vous a exposé Sylvain Haussé. Le deuxième chapitre, c'est celui des traumatismes isolés des membres. Alors c'est probablement une extension du concept, et puis c'est sans doute quelque chose que l'on faisait depuis très longtemps sans l'appeler damage control orthopédique. Et là-dedans, on va retrouver les fractures graves étagées, là encore sans lésion vitale, les problèmes de lésions des parties molles et les lésions pluritissulaires des membres qui posent de véritables problèmes de stratégie. Et enfin, on peut se retrouver devant un contexte particulier qui sera la limitation en moyens techniques et ou humains. La pratique de la chirurgie de guerre est bien sûr au premier plan, mais pas toute seule. En pratique du quotidien, on peut absolument se retrouver dans des situations assez similaires. Alors le polytraumatisé avec lésions vitales associées. Qu'est-ce que doit réaliser le trauma damage control orthopédique? Pourquoi réaliser ce trauma damage control orthopédique? Et puis enfin, quand doit survenir l'heure du traitement définitif? Or, c'est simple, c'est réduire les fractures et pouvoir attendre dans de bonnes conditions réduit. Or, au niveau du rachis, c'est des méthodes simples. Au niveau du bassin, ça peut être, et c'est souvent l'utilisation d'un clamp pelvien, associé à d'autres gestes éventuellement de radiologie. Au membre supérieur, il est assez facile d'aligner, de contenir par des plâtres ou un fixateur externe. Au membre inférieur, incontestablement, il y a une place au fixateur externe, temporaire parfois définitif, et pour les extrémités, des méthodes simples d'alignement. Pourquoi finalement choisir de ne pas réaliser un geste définitif d'emblée avec une ostéosynthèse interne idéale? Eh bien tout ça, c'est sous-tendu par le retentissement systémique des lésions des membres, qui a bien été montré depuis une dizaine d'années. L'association autour d'une fracture, du saignement et d'un traumatisme des parties molles va être à l'origine d'une réponse inflammatoire locale, avec un retentissement systémique général qui finalement aboutit à ces défaillances multi-organes qui vont emporter nos patients. Ceci a bien été montré, bien entendu, pour l'os le plus volumineux, qui est le fémur, avec des lésions des parties molles autour de la fracture importante et une hémorragie assez importante. Il a été d'autre part montré que la manipulation prolongée
Alors on voit bien que si on ne les immobilise pas, on va augmenter ce retentissement systémique. Mais si on passe longtemps à les immobiliser et à manipuler cette fracture, de la même façon, on va augmenter l'importance de la réaction inflammatoire. Et on vient là poser la théorie du second hit. C'est-à-dire que le traumatisme initial est à l'origine d'une première flambée inflammatoire, qu'on doit prendre en compte dans cette prise en charge initiale la biologie du patient liée au traumatisme associé à l'hémorragie, mais le moment et le type du traitement chirurgical orthopédique, de la stabilisation, on peut le qualifier de second hit, et l'on s'aperçoit que le seul facteur sur lequel on peut moduler notre action, c'est bien le geste chirurgical de stabilisation. Pour éviter d'avoir un second hit qui va entraîner et dépasser les réserves physiologiques du patient, eh bien on va chercher à diminuer au maximum l'agressivité de ce traitement chirurgical, en particulier de stabilisation. Voilà sur quoi l'on arrive quand l'on doit choisir devant un traumatisé grave qui présente des lésions des membres entre traitement tout en un temps ou traitement en damage control. 4 classes de patients sont définies. Les patients stables, les patients à l'autre extrémité quasiment moribonds, les patients instables, et puis cette deuxième catégorie qui sont des patients à cheval, que l'on appelle borderline, entre une stabilité ou une instabilité, et que l'on va juger en fonction de leur réponse à la réanimation dès leur arrivée. Et l'on s'aperçoit que s'il y a des situations assez simples, où le choix peut se faire facilement entre traitement complet, urgent d'emblée, ou damage control orthopédique, il y a cette situation intermédiaire où il va essayer de falloir s'appuyer sur une biologie en dehors de l'état clinique du patient pour décider si l'on fait du damage control. Et on peut définir la chose ainsi: il faut faire du damage control si on a un fibrinogène inférieur à 1, une acidose inférieure à 7,2 et une hypothermie inférieure à 35. On peut résumer la chose en disant: chez le traumatisé grave, les patients stables doivent bénéficier d'une ostéosynthèse définitive d'emblée. Les patients limites peuvent bénéficier d'une ostéosynthèse définitive d'emblée sous réserve de leur réponse à la réanimation, ou doivent être traités par trauma damage control orthopédique. Et les instables ou les moribonds sont l'indication même du trauma damage control orthopédique. Quel est le moment où l'ostéosynthèse définitive doit être réalisée? Voilà une stabilisation assez simple d'une fracture du fémur. Et voilà le traitement définitif par enclouage centromédulaire assez classique. Alors on peut s'appuyer sur cette courbe qui nous montre bien la réaction inflammatoire systémique. Et l'on s'aperçoit qu'entre le 1er et le 4e jour, il y a une hyperinflammation qui nous conduit à dire: il ne faut pas faire de gestes de chirurgie majeure, de réparation définitive chez ces patients. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas passer au bloc lors de lésions pluritissulaires pour des révisions, des pansements. Mais pas de chirurgie majeure, de stabilisation par exemple, dans cette période-là. Et l'on voit bien que la période suivante, environ entre le 4e et le 10e jour, est une période beaucoup plus favorable à un geste chirurgical définitif. Alors que si on attend trop, on va se retrouver devant un problème d'immunité diminuée avec des risques infectieux beaucoup plus importants. Cela répond peut-être à la question soulevée pour les lésions viscérales dans la présentation précédente. Et l'on peut donc vérifier que nous avons des opportunités temporelles, finalement. En fonction de la réponse à la réanimation, on va ou on ne va pas faire du damage control. Il est certain que jusqu'au 4e jour, on évitera de faire de la chirurgie majeure, que la fenêtre d'opportunité, elle est à 5 à 10 jours,
que ce soit pour la stabilisation ou pour des gestes de réparation des parties molles. Et l'on sait tous que si ces gestes, on les fait beaucoup plus tard, on se retrouve devant des tissus qui sont peu mobilisables, très inflammatoires. C'est la constatation clinique, mais on l'a vérifié par l'augmentation des marqueurs de l'inflammation. Le deuxième chapitre, c'est les traumatismes isolés des membres. Alors les fractures étagées sans lésion vitale, eh bien oui, on peut les stabiliser, généralement par fixateur externe, parfois par traction, en attendant le moment opportun, peut-être d'avoir le matériel disponible, peut-être d'avoir un patient un peu plus stabilisé pour réaliser l'ostéosynthèse définitive. Cela a peu de spécificité, je ne m'y étendrai pas plus longtemps. Plus intéressant, ce sont les lésions des parties molles qui nous posent un doute évolutif. Alors, orthopédistes, nous savons tous qu'il y a deux régions principales qui sont l'extrémité proximale du tibia et l'extrémité distale du tibia, où l'os est simplement recouvert par la peau. Et dans les traumatismes à haute énergie, il faut parfois savoir ne pas faire un geste immédiat idéal, car l'évolutivité des parties molles va nous aboutir à des problèmes infectieux, de l'exposition du matériel. Et là encore, on peut dire qu'un fixateur externe temporaire d'attente va nous permettre, dans un deuxième temps, en plus d'utiliser des techniques actuelles de chirurgie, de stabilisation plutôt mini-invasive. Les traumatismes isolés des membres sévères. Alors on peut les définir comme étant atteintes de 3 des 4 éléments anatomiques que constituent tissu mou, nerfs, vaisseaux et os. Ce sont pour les orthopédistes, et dans une classification que l'on connaît assez bien, les Gustillot 3B et 3C. Ils posent incontestablement des problèmes de prise en charge en urgence et on va les aborder en vous montrant que le trauma damage control a sans doute un intérêt. Et cet intérêt, on va l'inscrire dans une approche séquentielle de ces lésions. Or, c'est un intérêt nosologique de dire que tout ça s'inscrit dans les 6 premières heures, puis finalement dans la première semaine, dans les 8 semaines suivantes et dans les 9 mois. Et finalement, ça colle assez bien avec les opportunités temporelles que l'on a vues auparavant. Dans les 6 premières heures, le damage control orthopédique qui doit assumer ce que l'on a déjà dit, l'hémorragie, diminuer la contamination pour éviter l'infection, avoir des gestes de revascularisation, peut-être des shunts temporaires, s'occuper du syndrome compartimental avec les fasciotomies et stabiliser. Mais on ne lui demande pas, un peu comme on laisse l'abdomen ouvert finalement, de réaliser la couverture immédiate du foyer de fracture. Elle est bien entendu indispensable, elle sera indispensable pour la consolidation, pour éviter l'infection, mais on ne cherche pas à la faire d'emblée et l'utilisation de pansements à pression négative à l'heure actuelle nous offre la possibilité de nous mettre à l'abri des infections croisées avec des pansements stériles et étanches. Dans les 7 premiers jours suivants, les bilans répétés nous donneront les éléments du choix stratégique. Nous verrons, je conserve pas. Et des décisions tactiques, si je conserve, qu'est-ce que je mets en œuvre pour aboutir jusqu'à la consolidation et au résultat fonctionnel. Et je planifie enfin mes réparations des parties molles. Quant à la relance de la consolidation, à la chirurgie réparatrice fonctionnelle, elle va survenir plus tard, en tout cas au-delà des 3 semaines de cette inflammation. Alors, là encore, on vient en balance avec le tout en un temps. Il est évident pour nous que si cela peut être réalisé, tout ça va être rassemblé dans les 6 premières heures et dans le traitement en urgence. Le parage, enfin le débridement et le parage, la réparation des parties molles et la stabilisation. Alors c'est ce que proposait l'équipe de Philippe Vichard à Besançon, mais on peut lui opposer qu'il y avait là une logistique tout à fait particulière, car à 2 heures du matin, rassembler les orthopédistes et les chirurgiens plasticiens capables de faire du lambeau micro-anastomosé, c'est pas simple. Il est toujours difficile en urgence, dans les traumatismes graves, d'apprécier la vitalité des tissus. Et puis, ça rajoute un geste absolument très long à des patients qui n'ont pas souvent que la lésion du membre.
Donc il nous semble que le damage control orthopédique, dans ces lésions sévères des membres, nous offre quelque chose d'essentiel, qui est d'assumer les fondamentaux en urgence, de ne pas être obligé, souvent à 2 heures du matin, par, suivant l'expression, le plus jeune dans le grade le moins élevé ayant le moins d'expérience, de décider d'un traitement non conservateur, sans retour en arrière, et de reporter au lendemain des décisions que l'on peut qualifier de raisonnées et raisonnables, parce qu'elles vont être dans une discussion pluridisciplinaire, voire multidisciplinaire en associant, lorsqu'on décide de ne pas conserver, des appareilleurs, des psychiatres, et le patient lui-même souvent. Donc, si l'on décide de conserver, il faudra être capable d'en assumer les gestes ultérieurs. Si on n'est pas capable de le faire, le geste de la nuit en damage control va permettre le lendemain matin de passer la main à une équipe qui rassemble les compétences. Si l'on décide de ne pas conserver, souvent pour des raisons fonctionnelles, plus que pour des raisons de vitalité du membre, eh bien là, la décision va se prendre de façon collégiale et l'on va aboutir à une amputation que le patient aura sans doute mieux acceptée et dans le délai des quelques jours qui suivent le traumatisme. Surtout pour éviter ces amputations que malheureusement nous connaissons tous, que l'on qualifie avec Alain Charles Masquelet d'amputations de résignation, tardive après quelques mois, voire après quelques années. Le dernier chapitre, c'est une extension de ce damage control vers un damage control tactique. Alors, il peut s'imposer lorsque les moyens techniques sont limités. Ça peut être lié à l'infrastructure, aux possibilités de la stérilisation, de l'asepsie, qui vont mal avec l'ostéosynthèse intrafocale, la disponibilité de matériel, c'est ce qui nous arrive en mission, ou des moyens de réanimation limités. Et puis ça peut être des raisons humaines, la compétence du chirurgien qui prend en charge, et puis quelque chose de différent qui n'existe qu'en chirurgie de guerre, finalement, l'afflux massif saturant, où l'on va peut-être prendre des décisions d'éthique collective plutôt que d'éthique individuelle. Alors voilà ce trauma damage control en pratique de guerre. Si l'on prend ce que Burgess montrait comme étant des situations de trauma damage control de la chirurgie civile, on s'aperçoit finalement qu'on rentre parfaitement dans ce cadre-là. Le polyblessé de guerre, c'est un polytraumatisé dont l'état général interdit l'ostéosynthèse idéale. Les associations lésionnelles au-delà d'une capacité de la structure d'accueil qui peuvent exister en pratique civile, c'est bien les limites d'une structure chirurgicale de l'avant. La lésion pluritissulaire grave, c'est ce que nous rencontrons dans les lésions balistiques. Et puis cette quatrième situation, qui est celle de l'afflux massif de blessés avec une tactique d'indication collective. Mais tout cela n'est pas si récent, puisque Rouvillois l'avait déjà dit et que Daniel Rignot avait déjà rapporté qu'il fallait privilégier des techniques fiables aux dépens des plus brillantes. Le damage control rentre parfaitement dans ce cadre-là. Et c'est possible parce qu'à l'heure actuelle, en particulier chez nous en chirurgie de guerre, on a cette chaîne de damage control ressuscitation initialement, un traitement rapide sur le terrain, avec parfois des moyens limités, et une évacuation rapide vers un hôpital qui a les moyens de réaliser le traitement définitif. Alors, en voici un exemple, fracture ouverte de l'extrémité supérieure du fémur, pas les moyens de la stabilisation dans une antenne chirurgicale, une stabilisation avec un parage, et puis au 5e jour, l'ostéosynthèse définitive, où ici un bassin, ça n'a pas de grande spécificité, si ce n'est que ce bassin, il a été lésé en Afghanistan avant d'être traité définitivement à Paris au bout du 5e jour. En conclusion, il faut bien admettre qu'on fait sans doute tous depuis bien longtemps du damage control sans l'avoir conceptualisé. Par contre, à l'heure actuelle, on peut appuyer ce concept sur des connaissances physiopathologiques. Et il faut avoir à l'esprit finalement les 4 tableaux cliniques, stable, limite, instable et moribond, les 3 principaux indicateurs cliniques, qui sont ceux de la triade létale,
et puis cette notion de réaction inflammatoire qui peut être majorée ou minorée par la chirurgie. Et le réanimateur, l'orthopédiste et le chirurgien viscéral sont des chefs d'orchestre qui vont gérer un tas de facteurs qui vont permettre de choisir le bon traitement au bon moment. Je vous remercie. Merci à Sylvain Rigal. Là, on est rentré dans le vif du sujet, qui était le trauma damage control orthopédique. C'est une notion quand même assez subtile, hein.